Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un invité d'origine burkinabé. Il est juriste, il est avocat au barreau de Paris. Il fut candidat à l'élection présidentielle en 2015 dans son pays, au Burkina Faso. Maître Issaka Zampaligré est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, depuis un moment, on voit que les groupes armés ont repris du terrain. Il ne se passe une semaine sans qu'on entende qu'il y ait d'attaques dans votre pays. Alors, comment est-ce que vous vivez tout cela? Alors, je le vis naturellement très mal et jadis, nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions au moins la paix. Nos populations rurales pouvaient demeurer chez elles sans les drames que nous connaissons aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, justement? Tout est allé très vite et une stigmatisation aggravée est vécue. Alors, Peul égale terroriste avec son corollaire de stigmatisation ou de délit de faciès. Voici pour ne prendre que ce cas-là. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer? Qu'il y a une stigmatisation de la population Peul, c'est cela? Nous devons éviter à tout prix que la lutte contre le terrorisme ne devienne pas une excuse, parce que si certains Peuls au Mali et sans doute au Burkina sont des terroristes, le recrutement des terroristes ne se fait pas uniquement au sein de cette ethnie. Alors, on ne comprend pas pourquoi cette ethnie est la seule tenue coupable des faits, même par d'autres peuples, puisque les terroristes recrutent aussi dans les autres ethnies. Oui, bien entendu. Et ces autres ethnies, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de stigmatisation à leur encontre. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on en fait un peu trop vis-à-vis des Peuls? Je pense que l'État doit en fait rester dans son rôle. Rester dans son rôle, c'est on doit avoir un État qui assume son rôle de gérant de l'ordre public et qui est aussi en fait le garant qui a le monopole en fait de la violence légitime. On ne peut pas laisser en fait d'autres personnes faire le travail de l'État à sa place. De toute façon, la communauté internationale s'est donné de la voix depuis un moment en pointant du doigt les forces régulières des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso par rapport à leur manière de s'attaquer aux populations civiles et d'en faire plusieurs victimes parmi elles. Donc sans doute que quelque chose va bouger de ce côté-là. Vous avez espoir en cela, non? Il faut l'espérer vivement, mais quand on vit cette situation de près, on est quand même assez inquiet. Parce que chaque jour, il y a des morts. Rien que récemment, après la mort des 12 personnes interpellées du côté de l'Est du pays, il s'en est suivi des attaques terroristes tous azimuts dans des marchés qui ont fait à peu près 50 morts. Alors, il est devenu urgent que l'on puisse, en fait, arrêter cela et puis œuvrer au retour. Est-ce que c'est cela qui vous fait dire qu'il y a un génocide anti-Peul qui se prépare? Alors, lorsque Human Rights Watch et le mouvement burkinabé des droits de l'homme, lorsque Amnesty International pointe parmi les victimes une exclusivité Peul, bon, il y a des forts soupçons qui font penser à des massacres de masse qui visent exclusivement cette communauté-là. Mais vous pensez qu'il y a une raison à cela? Est-ce que vous arrivez à expliquer cela, justement? Alors, parce que certaines idées estiment que beaucoup de Peuls sont des soutiens des groupes armés, à tort ou à raison. Hein? Alors, moi, je veux quand même qu'on retourne un peu à l'origine de ce qui est arrivé. Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on n'a Alors, pas beaucoup de temps. il y a en fait une conjonction de plusieurs facteurs. Lesquels? Il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Souvenez-vous, le point de départ de toute cette affaire, c'est la guerre de déstabilisation menée par l'OTAN contre la Libye, qui a abouti à sa chute et ensuite à l'assassinat du colonel Kadhafi, ce qui a déstabilisé toute la région.
Tout à fait. Puisque avec cette guerre, alors, les nombreuses armes qui étaient dissimulées ont été profitables aux entrepreneurs de guerre. Alors, ces entrepreneurs de guerre, justement pour prendre les facteurs locaux, on voit aujourd'hui un affaiblissement de l'État. Oui, mais juste là, je ne vois pas là où interviennent les Peuls dedans pour quand les pointent du doigt. Alors, les Peuls, parce que les Peuls, les terroristes recrutent particulièrement dans cette ethnie. Mais pourquoi? Comment ça s'explique? Je ne sais pas comment cela s'explique. Est-ce qu'il y a une situation d'injustice qui frappe cette communauté? Parce qu'avant le massacre aujourd'hui que l'on connaît, il y a eu bien souvent des conflits qu'on a habillés sous la terminologie de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Mais bon, on sait qu'il y a un mal-être, il y a un malaise qui a toujours existé. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, avec l'affaiblissement de l'État, son incapacité à assurer son autorité sur l'ensemble du territoire, et aussi son incapacité aujourd'hui à répondre à la forte demande sociale, parce que toutes ces hordes de jeunesse se sont rendus compte aujourd'hui qu'ils sont sans perspective de se réaliser sur le plan simplement humain dans la société. Pour ramener la sécurité et la paix au sein des communautés, est-ce que vous pensez que le pouvoir central en fait assez? Alors, je suis celui qui est un peu déçu parce que des efforts ont été déployés. Un peu déçu ou déçu? Je suis déçu Oui. par ce qui est arrivé aujourd'hui. Oui. Parce que, souvenez-vous, lorsque M. Compaoré partait précipitamment en 2014, toute la nation semblait s'être retrouvée avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'énergie était disponible pour construire un Burkina nouveau. Mais aujourd'hui, quel gâchis par rapport au chemin parcouru. La faute au président Blaise, au président Roch Kaboré, c'est ça? Je ne dis pas que la faute incombe à M. Compaoré, mais monsieur Kaboré. Mais ce sont quand même eux les décideurs. Ceux qui ont la charge de conduire la destinée d'un peuple, quand ça ne va pas, généralement, ils sont les premiers à être pointés du doigt. Mais certaines personnes estiment quand même que le peuple burkinabé qui a chassé Blaise Compaoré n'était pas suffisamment préparé à la gestion du pouvoir après. Et que après tout est allé dans tous les sens et on n'a pas pu cerner le plus important, d'où ce qu'on observe aujourd'hui. Est-ce que ceux qui accréditent cette aide-là n'ont pas quelque part raison? Alors, le peuple certainement a une certaine idée de comment le pouvoir doit se comporter. Mais rappelons-nous que ce qui a aussi favorisé l'avènement de ce nouveau régime, c'était qu'ils avaient un long compagnonnage avec le président Compaoré. Ils sont restés... Ça devait être un atout quand même. Donc ça devait être un atout, donc on ne peut pas les soupçonner d'être en manque de connaissances, de savoir-faire, d'expérience sur la gestion des hommes. Mais où est-ce qu'ils ont péché alors, pour qu'on observe cette situation qu'on observe aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si on doit parler véritablement de péché. Je sais que, après l'insurrection, nous n'avons pas peut-être tous, parce qu'on est tous coupables, réussi à ramener du civisme citoyen dans notre pays. Nous n'avons pas réussi à distinguer l'étape insurrectionnelle de l'élection qui a consacré un gagnant avec un programme. Donc, mais il revient encore une fois à ceux qui avaient gagné, ceux qui dirigent, de pouvoir tracer et maintenir le cap sur cette route-là pour que nous puissions demeurer toujours un état de droit. Avant de marquer une pause, je voudrais vous poser quand même toute dernière question dans cette partie. L'ancien président Blaise Compaoré a quand même proposé une offre de règlement de ce problème d'insécurité et c'est resté lettre morte aujourd'hui. Et comment est-ce que vous avez vécu cela? Alors, en effet, effectivement, la presse en a fait l'écho. Oui. Je crois savoir en avril 2019. Oui. Parce que le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Ahmed
Bakayoko était porteur d'un message dans ce sens-là. Mais je ne connais pas ni le contenu de la proposition, oui, mais ni même la sans forme. connaître le contenu, si le président Compaoré fait une proposition en disant « je vais apporter ma pierre à l'édifice », est-ce qu'on devrait l'accepter ou on devrait se taire là-dessus, comme ce qu'on observe aujourd'hui? Ce que je veux dire, oui, c'est que ce qui est sûr, que ce soit lui ou toute autre personne, toute fille et tout fils du Burkina pouvant s'impliquer pour le retour de la paix dans notre pays doit avoir sa place face aux périls communs que nous connaissons aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Pourquoi? Alors, moi, je suis peu... Monsieur Jean-Paul, nous allons marquer une pause dans cette émission. On reviendra et vous allez prendre la parole pour pouvoir développer cette partie-là concernant le président Blaise Compaoré et sa proposition de solution pour faire revenir la paix dans ce pays, le Burkina Faso. Chers téléspectateurs, ne partez pas, on marque une pause. On vous retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui Maître Issaka Zampaligré. Il est avocat au barreau de Paris, ancien candidat à l'élection présidentielle dans son pays, le Burkina Faso. Maître, merci d'être toujours en notre compagnie. Avant la pause, on parlait du président Blaise Compaoré et de son offre pour qu'on fasse revenir la paix au Burkina Faso, proposition qui est restée sans suite jusqu'à aujourd'hui. Vous disiez quelque chose. Mais au-delà même de M. Compaoré, je voudrais peut-être interpeller toutes les bonnes volontés qui aiment l'Afrique, en commençant par les leaders politiques, les dirigeants, nos institutions d'intégration régionale. Vous savez pourquoi? Parce qu'on trouve des peuls partout en Afrique. On trouve des peuls au Mali, on trouve au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Gambie, et j'en passe, au Nigeria, au Cameroun. Alors, le risque d'embrasement de toute l'Afrique existe face à ce qui est en train de se développer dans ces conflits. Doit-on permettre au président Blaise Compaoré de rentrer dans son pays? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose à son retour au pays. Je ne vois pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose au retour de M. Compaoré Blaise. Sans être inquiété par la justice, j'allais dire. Alors, je ne connais pas le dossier judiciaire qui l'implique. Donc, je ne peux pas dire que on l'empêche de rentrer parce qu'on met devant lui l'entrave de la justice. Je ne suis pas au courant de ce qui est qu'on le reproche. Plus que quelques mois, le mandat du président Roch Kaboré arrivait à son terme. Que retenez-vous de son bilan? Alors, j'ai vu les efforts accomplis pour répondre aux aspirations de la population, mais des attentes demeurent. Aujourd'hui, il s'agit... Les attentes demeureront toujours, bien entendu. Oui, mais là, il s'agit de dépasser la situation du moment et ensuite satisfaire aux manques qui se sont démultipliés. Par le passé, nous n'avions pas... Nous avions un besoin d'approfondissement de la démocratie, une justice qui n'était pas à deux mesures, et un besoin de développement pour tous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nous ayons atteint ce que on visait dès le départ. D'une manière ou d'une autre. Et de plus, en fait, j'avoue que je ne souhaiterais pas avoir un avis très critique sur Monsieur le Président Kaboré Roch, qui est candidat à sa propre succession, parce que de toute façon, la sanction, positive ou négative, viendrait du peuple directement. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes un leader d'opinion. Vos avis peuvent éclairer quand même. Je suis candidat et je ne souhaiterais pas que ce soit en fait mon opinion à cette étape de la fin d'un mandat qui puisse prendre déjà le pas. Non.
Je ne souhaiterais pas faire ça. De toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, que les populations déplacées, il y en a beaucoup aujourd'hui, et qui désertent les zones rurales pour venir vers peut-être les zones urbaines, toujours en train de fuir les groupes armés. Mais dans ces conditions-là, est-ce qu'on pourra organiser des élections présidentielles et correctement comme il le faut? Alors, pour moi, le drame de la question, la centralité de la question de sécurité aujourd'hui, m'incite à penser qu'on devrait davantage réfléchir dès maintenant à des solutions alternatives. Lesquelles, par exemple? Notamment, organiser sur cette question centrale des retrouvailles nationales sans distinction de bord politique ni de communauté. Oui, au-delà des retrouvailles, il y a des options possibles. Est-ce qu'on peut organiser les élections à bonne date, dans ces conditions, sur tout le territoire burkinabé? Alors, je veux vous dire pourquoi je suis assez réservé et prudent dans la question. Prenons l'exemple récent du Mali voisin, qui est très éloquent et nous interpelle tous, qui vient d'organiser des élections, des consultations électorales, qui se sont soldées par la disparition du chef même de l'opposition que nous recherchons toujours aujourd'hui. Vous voulez parler de M. Soumaïla Cissé? Je vais parler de M. Soumaïla Cissé. Or, la communauté internationale, l'État républicain du Mali a assuré tous les candidats que tout était sous bonne maîtrise. Et aujourd'hui, nous recherchons encore par quel trou on a caché M. Soumaïla Cissé. Mais par déduction, on peut dire que vous n'auriez pas souhaité qu'on organise des élections dans ces conditions aujourd'hui. Non, je pense que la situation est extrêmement grave, que l'on devrait peut-être ouvrir une possibilité pour que l'ensemble de nos compatriotes se prononcent sur cette question prioritaire de sécurité. Mais si on n'organise pas les élections à bonne date, il y a le risque d'un vide constitutionnel. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourra surmonter cela? Alors, moi, je ne parlerai pas d'un vide constitutionnel. Je dirais simplement qu'il y a des possibilités ensemble, si tous les acteurs politiques du pays en étaient d'accord, que l'on puisse arriver à trouver une formule légale transitoire acceptable en tout cas, pour ce laps de temps. À la date d'aujourd'hui, le pouvoir central n'a pas fait cas d'un problème qui empêcherait l'organisation des élections présidentielles. Et dans ces conditions, quand on organise les élections, vous serez satisfait d'y aller? Alors, si tout le monde veut aller aux élections, oui, j'aurai à présenter mes propositions que j'incarne pour notre pays. Parce que je sais... Ce sont des préalables à l'organisation des élections, c'est ça, non? Alors, la sécurité est une composante essentielle pour réaliser des consultations électorales. Quand je vois que des pans entiers du pays, l'État n'arrive pas à assurer son autorité sur des parties du pays, je suis naturellement inquiet du déroulé de la conformité de tel type d'élection. Vous-même, vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle, c'était en 2015, avec un score qui n'est pas du tout fameux, 1,28%. Est-ce que vous avez eu le temps de tirer les enseignements de votre échec à cette élection? Alors, j'ai tiré tous les enseignements, toutes les leçons, et je regarde aujourd'hui devant moi, parce que je crois pouvoir et je souhaite incarner les valeurs de changement dont aspirent nos compatriotes. Oui. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre cas? Lorsque on part pour des élections, au lieu que ce soit une élection sur des idées ou sur des projets, j'ai le sentiment que dans la majorité des cas, ce n'est pas forcément ce côté qui est prédominant. Et vous pensez y aller quand même pour 2020? Alors, moi, je travaille à un projet, à avoir des propositions que je soumettrai encore une fois à notre peuple qui saura souverainement en décider. Malgré ce que vous avez dit tout à l'heure, que ce n'est pas sur les programmes que les gens se basent pour pouvoir voter. Parce qu'entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, nous connaissons davantage de difficultés.
Alors, parce que l'élection, si elle avait lieu ou si elle a lieu, quel sera son enjeu concret? C'est son seul enjeu unique qui existe, c'est que nos compatriotes nous disent s'ils veulent le maintien du statu quo ou le changement. C'est quoi le statu quo? Ben, le statu quo, ce serait que l'on continue avec l'équipe dirigeante actuelle, avec la situation que l'on connaît. Ça, c'est ce qu'on appelle un statu quo, ou un changement parce qu'on a d'autres aspirations que, en fait, l'équipe actuelle n'a pas pu combler. Nous allons nous intéresser quand même aux forces en présence, parce que ça dépendra de cela aussi. Quelles sont les forces en présence d'aujourd'hui? Parce qu'on voit, comme vous l'avez dit, le candidat, le président sortant qui est candidat à sa propre succession. Il y a le chef de file de l'opposition, Zéphirien Diabré, qui sera candidat certainement. Il y a le candidat du CDP, Eddy Kombo-Hugo, qui a été désigné déjà, et d'autres que je ne cite pas ici. Alors, qui est-ce pas favori selon vous? Vous-même, bien entendu. Alors, moi, je peux vous parler de mon projet, Oui. de ce que je vais proposer à mes compatriotes. Mais je ne connais pas l'offre politique de ce dont vous parlez. Mais vous-même, vous avez dit que les gens ne regardent pas l'offre politique pour pouvoir voter. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Est-ce que vous faites le poids devant ceux que j'ai cités? Non, ce n'est pas une question de faire le poids ou pas. Moi, je dis simplement que moi, je peux vous parler de mon projet. Est-ce que vous pensez que les populations qui vont aux urnes regardent vraiment les projets de société, les offres politiques dont vous parlez? Mais on va être obligé cette fois-ci de les regarder et de les comprendre. Vous pensez? Je crois que la situation dramatique par laquelle notre pays est confronté ne les permet plus d'agir légèrement lors des consultations électorales. Donc, vous pensez que les populations vont faire un choix de raison ou bien de... Par rapport à ce qui leur sera proposé par les différents prétendants à la gestion de la maison commune, je suis convaincu que voilà, les populations savent et sauront distinguer que 2 plus 2 égale 4 et non pas 5. Mais quand on parle de 1,28%, on est quand même trop loin. Hein? Voilà, vous savez, le contexte était très particulier. Je m'y suis engagé à 2 mois. Particularité surtout à quel niveau? Particularité se trouve au délai de l'engagement de partir pour cette compétition-là. C'est à 2 mois que j'ai décidé, par devoir, de me présenter à cette élection présidentielle. Vous étiez optimiste de gagner? J'étais optimiste par rapport à l'aspiration de nos compatriotes au changement. Et rien ne pouvait me laisser penser le contraire. En tout cas, le candidat Roch Kaboré aussi prônait le changement. Donc, vous n'étiez pas seul à prôner le changement. D'autres candidats aussi. Bon, beaucoup plus difficilement pour eux parce qu'ils venaient d'un long parcours de 25 ans de pouvoir quand même. Avec une petite rupture au milieu. La rupture d'1 année, de 2 années, c'était à la population, à nos compatriotes de juger de la fiabilité ou de la posture qu'ils ont adoptée. En tout cas, j'espère que vous serez vraiment candidat et que vous aurez le temps de nous présenter vraiment votre offre politique pour les Burkinabés qui seront amenés à juger et nous serons là aussi pour faire le relais de cela et on vous souhaite beaucoup de chance. Hein. Je vous remercie beaucoup. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.